Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour. Donc je vois que David est là, que Monsieur Thierry Guillaume est là et nous attendons encore Dr Lorenz. Je crois qu'elle arrive. Bonjour. Ah, voilà, bonjour. Donc je suis pas ma vidéo, je ne peux pas actuellement. Je vous remercie d'être là pour la 5e semaine des auditions du vrai Ségur de la santé. Arnaud ayant un empêchement, nous allons faire sans et puis il nous rejoindra dès que possible. Il y a Monique qui est là, qui va animer, qui est infirmière libérale et qui est membre du conseil d'administration. Du coup, Monique, je te laisse lancer les débats et puis après faire un tour de table pour vous présenter chacun. Ok. Bonjour à tous. Alors, donc, aujourd'hui, au programme, c'est le lien ville-hôpital, soins palliatifs, douleur. Nous avons donc Monsieur David Balès, IDEL, praticien en hypnose médicale, Monsieur Thierry Guillaume, président de la société Expert prestataire de soins à domicile, et Dr Lise Lorenz, médecin gériatre. Bien ça. Alors, Monsieur David Balès, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Oui, donc David Ballet, je suis donc infirmier libéral depuis bientôt 23 ans. Je suis donc, en effet praticien d'hypnose médicale, j'ai un DU d'hypnose médicale et clinique. J'ai également un DU de soins palliatifs et je suis membre aussi de la Société française d'études et traitement de la douleur. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis à mes heures perdues, je fais un peu de formation. Très bien. Monsieur Thierry Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis infirmier de formation, donc diplômé des fins des années 90. Et donc là, aujourd'hui, je suis président donc, de la société Expert, qui est un prestataire de santé à domicile, spécialisé donc, dans la prise en charge des patients en perfusion nutrition pour le retour à domicile en coordination avec les acteurs de santé de terrain, notamment un partenariat très fort avec les infirmiers libéraux. Merci. Docteur Lorenz, si vous voulez bien vous présenter. Merci. Oui, merci. Oui, bonjour. Donc, Lise Lorenz, je suis praticien hospitalier, médecine générale initialement, puis spécialisation en gériatrie depuis la fin de mon internat. J'ai travaillé un peu dans tous les secteurs de la gériatrie hospitalière, du court séjour au SSR, un peu d'EHPAD, de l'hôpital de jour, de l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques et de l'unité de soins palliatifs gériatriques. Et actuellement, je suis en unité mobile de gériatrie. Très bien, merci. Alors, on va peut-être commencer par le lien ville-hôpital. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez et, si possible, donner les solutions que vous préconisez pour pouvoir améliorer les choses. Alors, vous pouvez commencer, docteur Lorenz. En fait, Monique, elle n'a pas fait galant comme Arnaud, elle n'a pas laissé la parole aux femmes en premier. Ah non, je n'ai pas fait comme Arnaud, je suis désolée. Tu n'as pas fait dans l'ordre habituel, j'étais surprise. Mais ouais, du coup, ça va être une petite table ronde entre vous trois, entre vraiment dire les difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais surtout, on a déjà fait un beau panel depuis ces 4 semaines d'audition passées. Donc, si on peut rapidement faire ça et ensuite passer vraiment à vous ce qui vous semble pertinent de mettre en place sur vos lieux d'exercice pour améliorer la prise en charge des patients. Arnaud pose souvent cette question, si vous étiez ministre de la Santé, qu'est-ce que vous, avec budget limité bien sûr, qu'est-ce que vous mettriez en place dès demain? Voilà, une ou deux mesures phares qui vous semblent indispensables. Bon, du coup, je vais commencer. Alors moi, j'ai plutôt je suis à cheval entre la ville et l'hôpital, enfin en lien avec la ville et l'hôpital, puisqu'en équipe mobile, on est beaucoup au contact de la ville, hein, forcément. Et vis-à-vis de l'hôpital, on est en lien aussi avec une position entre deux. Ce qu'on constate, moi je trouve dans l'expérience que j'ai pu avoir, c'est que
il y a pas, enfin, c'est assez compliqué pour l'hôpital d'arriver à toucher la médecine de ville au-delà des réseaux personnels qu'on peut avoir et des gens avec qui on a l'habitude de travailler et qui ont l'habitude de travailler avec vous. Et que pour l'instant, de tous les travaux auxquels j'ai pu participer avec l'ARS depuis 2014 sur les fluidifications de parcours de soins, etc., ou même au niveau du réseau soins palliatifs de mon secteur, c'est que bien souvent, on succède, on fait à millefeuille, hein, comme on dit à chaque fois, de dispositifs qui n'étaient jamais vraiment pleinement mis en œuvre et pour lesquels les praticiens ne s'en accaparent pas vraiment. Et que bien souvent, il y a de la méconnaissance. Alors honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer à cela? Déjà, peut-être se dire qu'il n'y a pas que à chaque fois rajouter une nouvelle strate de coordination, parce que c'est beaucoup ça en ce moment, on rajoute des strates de coordination. À la fin, on ne sait plus trop qui coordonne quoi et comment. Peut-être partir d'une manière plus pragmatique sur un besoin, une réponse. Et puis sur l'aspect aussi prise en soin, peut-être sortir d'une logique d'un financement à l'activité, surtout pour ce qui est du soin palliatif, où je trouve moi aberrant qu'on finance à la T2A les unités de soins palliatifs, par exemple, et partir plutôt sur un financement de ce qu'on pourrait être un soin relationnel, avec vraiment une approche de prise en soin, en considération de la globalité, et que ce soit peut-être ça qui fasse une bonne partie du financement de ces dispositifs. Parce que bien souvent, vous avez des personnes avec qui vous avez passé du temps, mais derrière, il n'y aura pas forcément les actes qui vont générer la rémunération. Et ces personnes n'avaient pas forcément besoin d'actes, elles avaient surtout besoin de temps, qu'on prenne soin d'elles et qu'on les écoute, qu'on les accompagne, qu'on leur tienne la main des fois aussi. Bon, après, il y a des fois des actes, effectivement, mais ça, c'est clairement pas valorisé. Et on le fait par pur bénévolat, honnêtement, actuellement. Et je trouve que ce n'est pas normal. Il faut que vous remettiez votre micro, Madame Empire. Oui, Monique, attends, Monique? Non, micro. Bon, je vais laisser intervenir David, s'il veut bien. Voilà. Ah, Monique, tu es là? Mon micro, j'arrivais pas à remettre le micro. Ne le coupe pas, Oui. va, si tu animes, tu n'as pas besoin de le couper. Je ne vais pas le couper. Donc, Monsieur David Ballès, qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Qu'est-ce que vous proposeriez? Déjà, ce qu'on rencontre en ville, c'est surtout la non-reconnaissance du soin palliatif, la non-reconnaissance du travail infirmier en globalité. Pour ce qui est du soin palliatif, nous, c'est clair qu'on n'a pas toujours accès à l'hôpital. C'est assez comique de voir que l'hôpital se dit qu'il ne va pas avoir accès à la ville. On passe toujours par le réseau. Et quelque part, c'est pas mal parce que ça crée aussi du lien, parce que ce réseau n'apporte pas que du soin, apporte aussi du social, apporte aussi des aides matérielles, du ménage, des repas, et ainsi de suite. Ça, c'est super important au niveau du réseau. Moi, je suis hyper inquiet de cette stratification encore avec les DAC ex-PTA, parce qu'en fait, dans les DAC, on va venir regrouper tous les réseaux, donc réseau de soins palliatifs, réseau de diabète, les Mayas, et j'en passe, et des meilleurs. Et on va tout regrouper sur un seul et même lieu. L'idée en soi est pas bête de tout regrouper sur un seul et même lieu, parce que ça va limiter les coûts au niveau administratif, le secrétariat, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir
si au niveau de ces DAC, tous ces anciens réseaux ne vont pas être totalement mélangés. Et si on mélange les choses, on va avoir une perte d'expertise. On va avoir une perte d'expertise en palliatif, on va avoir une perte d'expertise en diabète, en Alzheimer et j'en passe. Et ça, c'est super inquiétant à mon sens. Créer des équipes mobiles de soins palliatifs en ville, alors a priori ça se fait ailleurs. Chez nous, non, on a le réseau, c'est le réseau qui fait office d'équipe de soins palliatifs. C'est dommage qu'on n'ait pas eu cette idée-là au niveau des plans palliatifs auxquels j'ai assisté d'ailleurs avec la directrice du réseau local il y a de ça quelques années maintenant, parce que le dernier plan soins palliatifs, on n'en a pas vraiment entendu parler. Je pense qu'ils ont dû faire ça en catimini dans un coin. Et toutes les personnes qui étaient présentes à celui de 2018 n'ont pas été convoquées à celui de 2022. C'est un peu dommage. Les problèmes qu'on a aussi en ville, c'est d'avoir l'accès, de ne pas avoir l'accès plus exactement, à l'hypnovel. Obligé de passer par un médecin hospitalier. Je pense que M. Guillaume le confirmera au niveau des prestataires de services. Alors, quand on est bien avec un médecin hospitalier, quand on arrive à faire du lien avec eux, bah, ça peut éventuellement se faire. Et on peut garder notre patient à la maison sans avoir recours à l'HAD. Quand on n'a pas cette possibilité-là, c'est boum, HAD d'emblée, rupture de soins avec l'infirmier libéral dans 99,9% des cas. L'infirmier libéral se retrouve avec les petits soins entre guillemets, donc la toilette qui est hyperalgique et compagnie, et tout ce qui est perfusion, plus rien. Plus rien. On est ouais, l'HAD travaille avec les libéraux, oui et non. Quand ça les arrange. Oui. Quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Moi, j'avoue que là, dernièrement, c'est très frais. Hein. On a eu le cas il y a quelques semaines, un patient chez qui le médecin voulait prescrire une d'hypnovel, bah, c'est l'HAD qui a pris. Et le patient est décédé 2 jours plus tard. Il est décédé sans nous. On bossait avec lui depuis 15 ans, 15-20 ans. Alors, pourquoi, je me permets de t'interrompre, pourquoi c'est pas vous qui avez continué la prise en charge? Bah, en fait, parce que tout ce qui était perfusion, c'est l'HAD qui l'a mis en place. C'est uniquement l'HAD qui y allait. Et donc, à la sortie de l'hôpital, l'hôpital vous contacte pas l'infirmier libéral du patient? Alors, même pas. Là, le patient était à domicile. Le médecin libéral voulait lui mettre une sédation terminale, hein, soyons clairs, hein, parce qu'il souffrait trop. Et les seuls à pouvoir faire la sédation terminale avec alors, la morphine, nous, on peut l'avoir, mais on ne peut pas avoir une nouvelle. Et les seuls à pouvoir le faire, c'était l'HAD. Et l'HAD, hors de question de déléguer la part d'hypnovel aux libéraux. Je pense que c'est HAD dépendant, ça. Parce que ça dépend des secteurs. Moi, le secteur où je suis, clairement, il délègue un maximum sur les libéraux. Et bien souvent, les prises en charge, c'est juste la prestation de fourniture justement des médicaments, des spécialités à délivrance hospitalière. Ouais. Et quand on n'a pas d'infirmiers libéraux déjà préexistants, ben, c'est un peu compliqué. Ils sont censés en trouver. Mais ça appuie quand même énormément sur les libéraux et ils essaient de faire le moins de soins possible par leurs IDE salariés. Ça dépend. Mais c'est comme pour les réseaux, ça dépend des régions. La région où je suis, les équipes mobiles préexistaient à la création du réseau. Et le réseau est né de la volonté des équipes mobiles de se fédérer. Vous voyez, donc tout est vraiment particulier en fonction des territoires. Je pense qu'il y a la spécificité des territoires. Après, sur le sujet des HAD, la problématique, c'est que je pense qu'il y a une zone
Enfin, ça fait partie des vieilles guerres. Ça, c'est si on veut réformer quelque chose, c'est qu'au moins maintenant tout le monde arrive à se parler dans le sens du patient et essayer de construire un modèle un peu différent. La problématique des HAD, c'est que quand elles sont en place, elles ont la priorité sur certains soins par l'hôpital en fonction de la typologie des patients, mais en limitation géographique. Et c'est tout ça qui ne va pas. Et c'est pour ça que le message ne passe pas. C'est-à-dire que quand l'HAD, c'est dans son territoire, elle est légitime. Et quand elle n'est pas capable d'intervenir parce que le patient est trop loin, dans ce cas-là, on rebascule sur le format classique, j'ai envie de dire, infirmier libéral et souvent prestataire de santé à domicile. Et là, on est légitime pour y aller. Mais vous voyez, on est légitime pour aller loin, mais on n'est pas légitime pour aller près. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment une remise à plat du système. C'est comment on se parle et comment on arrive à échanger pour apporter, chacun apporte sa pierre à l'édifice du système de santé. En local et à domicile. Moi si je peux me permettre de faire, je vais essayer d'aller très vite, parce que j'ai trop d'idées, j'ai plein d'idées, je crois que je vais postuler au ministère. La première chose à faire, ce serait un ministère de la santé en ville. Je pense que ce serait un signal fort qu'enverrait le prochain gouvernement en disant on va prendre ce sujet en main et on va créer le ministère de la santé de ville. Ça, ce serait déjà pas mal, et ce qui permettrait de remettre, et vous l'avez tous dit, une vraie régulation sur ce millefeuille où plus personne ne comprend rien et où les financements partent de partout, à la fois du régional et des financements de la CNAM, mais en même temps des ARS, du Conseil général. Nous, prestataires de santé, on a un financement, vous voyez, pour vous dire, et pourtant on a des infirmiers aussi, des professionnels de santé qui sont encore d'une autre enveloppe. Donc en fait, personne ne se parle et tous les systèmes sont empilés. Moi, comme proposition claire, c'est sortir de la gestion en silo, parce qu'aujourd'hui, on cloisonne la gestion de la santé. On est sur l'hôpital, on est un peu sur la ville, on saucissonne la ville aussi. Alors, au bout d'un moment, on ne peut plus gérer comme ça, en se disant qu'il faut que les dépenses de l'hôpital baissent et les dépenses de la ville baissent, parce que c'est quand même un peu ça la logique comptable dont il faut absolument sortir dans le soin. Ce n'est pas comme ça qu'on prend soin des gens. Et cette logique comptable amène à une gestion par le bas sur des tableurs Excel de toutes les dépenses de santé. Donc, en fait, ça, c'est plus possible. Il faut arriver maintenant à faire une organisation hospitalière et rendre à l'hôpital son rôle et donner un rôle au domicile. Là, pour le coup, il faut cloisonner de manière idéologique, mais certainement pas financière. Deuxièmement, très concrètement, aussi, le PLFSS, une vision annuelle du PLFSS, enfin de la loi de financement de la sécurité sociale, est aberrante. Comment on fait une politique de santé avec une vision annuelle? Ce n'est pas gérable. Il nous manque aujourd'hui du sens, une vision à long terme, un plan sur la santé à 3 ans, à 5 ans. Il faut arrêter de donner aux députés une enveloppe à voter 3 jours avant le vote, qu'ils n'arrivent pas à lire et qu'ils vont voter pour l'année d'après. Je pense que ce manque de vision entraîne aussi un manque de sens chez la totalité des soignants. Oui, c'est ce qui s'est dit déjà dans plusieurs auditions, hein, que la vision à long terme sur la santé, voilà, c'était essentiel, et même à 5 ans, c'est trop court, quoi. Oui, on est d'accord, et c'est pour ça que les soignants n'arrivent plus à trouver du sens dans leur travail et qu'au bout d'un moment, on a beau leur donner 200 € en plus, si on n'a pas de sens, on s'en va. Sur la réalité de la ville et sur les palliatifs et soins palliatifs et douleurs, on a une vraie problématique de disponibilité aussi des molécules en ville. Enfin, très clairement, on voit que la molécule sur la douleur, qui est la molécule de prédilection, qui est le perfalgan, on ne l'a pas en ville. Elle est réservée pour les soins palliatifs uniquement. Tous les patients ne sont pas en soins palliatifs ou déclarés en soins palliatifs. On a tous les autres patients qui ne peuvent pas en bénéficier. Et sur les douleurs chroniques rebelles, c'est uniquement les indications. Alors que le perfalgan, c'est par définition la molécule d'accès à l'antalgique de base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train et on entraîne des dérives d'utilisation d'autres molécules pour des douleurs même post-opératoires, où on va utiliser de l'acupan avec les effets secondaires que ça a, qu'on va mélanger avec du primpéran. Enfin bref, on est en train de faire un gloubi-boulga pour les patients, alors qu'il suffit de débloquer une molécule et on a quelques solutions à domicile qui sont quand même plus simples. Et j'en passe d'autres, hein, et des antibiotiques, etc. Donc je pense qu'il faut donner les moyens aussi à la ville de travailler correctement et pas d'être sans cesse dépendant de l'hôpital ou du médecin hospitalier, comme vous l'avez dit, qui est des fois un peu compliqué parce qu'on enlève du pouvoir au médecin traitant aussi, puisqu'il y a plein de choses qu'il ne peut pas prescrire. Voilà, écoutez, pour résumer, je dirais mes propositions et mes solutions. Et c'est quoi qui bloque, là, par exemple, l'accessibilité du perfalgan ou de certaines molécules à la ville? C'est du réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant la période Covid, c'est là où c'est l'aberration du
système-là, c'est que pendant le Covid, on a libéré ces molécules. L'État a décidé qu'il n'y a plus de conditions pour les obtenir. Donc, on pouvait les récupérer pour les patients Covid. Et malheureusement, cette libération un peu qu'il y a eu sur certaines procédures un peu lourdes pendant le Covid, et bien à la fin de la période Covid, on a refermé. Donc, c'est qu'une décision politique et réglementaire, uniquement. Oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs depuis des semaines, que en fait, la crise Covid a montré des choses qui pouvaient être faites sur le terrain très bien ou dans les établissements par les soignants quand on a demandé leur avis, et qu'en fait, il faudrait s'en servir comme modèle pour perdurer. Et pas revenir en arrière comme ils sont en train de le faire, puisque petit à petit, ils referment toutes les dérogations qu'ils ont données, qui ont permis aux soignants très clairement de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et on est en train de revenir en arrière. Ça se referme. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur le suivi à long terme du financement. Et c'est vrai que pour autant, au niveau des ARS, il y a le SROS sur 10 ans, le PRS sur 5 ans. Pour avoir participé pour la gériatrie sur le PRS2, là, il y a quelques temps, en fait, on se réunit, on se tape dans le dos, on donne un peu les idées, un peu comme on fait là. Mais au final, quand les arbitrages sont faits, il y a peu de retours sur les experts qui ont participé. Et finalement, ça va se heurter à d'autres schémas de financement, le PLFS de la CPAM, qui n'a pas la même logique de raisonnement, qui ne va pas forcément mettre en application ce qui va être proposé par les ARS. En plus, les ARS, c'est au niveau régional, donc on peut très bien pas avoir le même PRS d'une région à l'autre. Il y a bien sûr des objectifs nationaux. Derrière ça, les établissements de santé ont bien des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des CPOM, qui sont plutôt d'ailleurs maintenant des contrats pluriannuels d'objectifs. Ce modèle-là est même passé pour les EHPAD. Les EHPAD aussi ont des contrats pluriannuels d'objectifs et soi-disant de moyens. Et il faut arriver à articuler tous ces modes de financement. Ça devient extrêmement opaque et obscur. Et s'en sortent finalement ceux qui ont le temps de prendre un petit peu, de démêler, de détricoter tout ça et d'aller comprendre ce qu'il y a derrière tous ces textes. Entre le texte qui paraissent et le décret d'application qui n'est pas toujours là, on arrive à avoir des aberrations kafkaïennes telles que seule l'administration française sait les faire. Donc ça, clairement, à un moment donné, d'avoir une logique qui mette en lien vraiment à la fois les objectifs nationaux avec une vision de quelle est la santé qu'on veut pour la nation, avec peut-être des arbitrages qui doivent se faire aussi en prenant en compte la conscience citoyenne collective, quel argent on veut mettre dans la santé de demain. Ça, je pense que c'est une grande question à poser aux Français. Et en fonction de ça, on se donne les moyens d'atteindre les objectifs en les déclinant aussi. Certes, il y a des particularités régionales qu'il va bien falloir prendre en compte, mais en ne perdant pas de vue l'objectif qu'on doit atteindre, d'avoir une équité quand même sur tout le territoire d'accès aux soins. Ça semble être le minimum. Et notamment, c'est vrai pour tous les soins, je trouve que c'est particulièrement criant pour les soins palliatifs. Il y a aussi une autre problématique à laquelle nous on se heurte quand on a des sorties d'hôpital ou des gens conçus en équipe mobile, c'est quid de la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Alors les réseaux proposent, en tout cas dans le secteur où je suis, des permanences, des astreintes téléphoniques d'un médecin de soins palliatifs, où les patients peuvent être inscrits, ce qui est très bien parce que ça donne accès la nuit et le week-end, jour férié, enfin quand le médecin traitant et les équipes mobiles ne sont pas ouvertes, à un médecin de soins palliatifs qui peut donner des conseils et même faire des prescriptions à distance s'il y a besoin. Pour autant, il faut que ce médecin ait accès au dossier, donc il y a un dossier commun qui soit partagé, c'est le but du réseau. Donc ne peuvent avoir accès à cette astreinte que les gens qui sont inscrits au réseau. Et pour être inscrit au réseau, il faut être suivi par une équipe mobile de soins palliatifs. Et vous parliez des médecins que pour la permanence des soins la nuit, ou parce qu'on a entendu dans d'autres auditions, en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, qu'il y avait des infirmières libérales, des cabinets d'infirmiers libéraux, qui étaient maintenant de garde H24, qui tournaient la nuit avec des soins de nuit, même pas que de garde, des tournées de nuit. Non, je pense que ça couvre, parce que l'accès à un médecin d'astreinte, finalement, ça s'organise assez facilement. Enfin, il faut les trouver, mais un réseau est tout à fait capable de mettre ça en place. Après, l'intervention, qui va faire les soins qui vont être prescrits, bien sûr, il faut une permanence soignante, infirmière la nuit, si on veut que les gens restent vraiment à domicile, parce que souvent, ce qui pêche, qui fait pourquoi les gens ne peuvent pas rester à domicile, c'est qu'est-ce qui se passe la nuit, etc. C'est souvent la problématique de la nuit, y compris pour les personnes âgées, d'ailleurs, dans le maintien à domicile.
quand il commence à y avoir des problèmes la nuit et qu'il n'y a pas d'accès possible, c'est là que ça devient compliqué. Et autant en ville, vous pouvez avoir des fois effectivement des organisations de soins, de passage nocturne, de soins à domicile, hein, que ce soit infirmières ou aussi des aides-soignantes, hein, la BRAPA avec les réseaux sélénés, etc. Autant quand vous êtes en campagne, ça, vous ne l'avez pas. Hein. Ça ne reposera que sur le bon vouloir de l'infirmier libéral qui est dévoué, qui connaît peut-être la personne depuis 15 ans et qui se dit qu'il se rend disponible pour cette personne-là. Et rien n'est formalisé. Rien n'est autorisé de manière claire, quoi. D'accord, donc une proposition pour vous, ça serait de mettre une permanence des soins, qu'elle soit paramédicale ou médicale, la nuit sur tout le territoire, si je traduis bien. Bah, je pense que si on veut œuvrer pour que les gens n'aillent pas trop à l'hôpital, oui, ça serait utile. Oui. Non, parce que je reformule parce qu'on a des gens qui notent, qui prennent les notes pour faire un résumé des propositions énoncées. Voilà. Et là, ce qu'on rencontre, nous, sur le secteur, qui est le secteur de Tourcoing, votre groupe B, et c'est pour ça que le réseau local ne veut pas faire de sédation terminale et qu'il envoie à l'HAD, c'est qu'on a un problème de médecins la nuit. On n'a pas accès aux médecins traitants, les cabinets infirmiers, certains sont volontaires, d'autres un peu moins, ce qu'on peut comprendre hein, quand ils sont en route à 6 heures du matin et qu'ils terminent à 21h, 22h, n'ont pas forcément envie d'être réveillés à 2-3 heures du matin. Et voilà, il y a un problème de coordination, de mise en place de choses plus pérennes. Alors, je voyais quelqu'un qui proposait là, dans le flot de discussion, faire un modèle HAD partout identique. Oui et non, mais pas que HAD, quoi. Uniformiser les systèmes de réseau, uniformiser le DAC. Alors pourquoi pas ce fameux DAC, il est là, autant s'en servir. Et faire en sorte que ce DAC ait une permanence nocturne avec éventuellement un médecin joignable d'astreinte pour ce système de soins palliatifs. Quand même savoir que plus de 80% des patients veulent mourir à domicile. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que non seulement il n'y a pas ça, mais en plus de ça, et là je remets une pierre au truc, c'est qu'on n'a pas assez de suivi psychologique à domicile pour les patients et leurs familles. Et gérer un palliatif à la maison, c'est extrêmement compliqué. Et moi je dis toujours que l'accompagnant et l'aidant est la clé de voûte du système. Quand l'accompagnant, l'aidant se casse la figure, tout le système se casse la figure. Et voilà. Et en règle générale, c'est ces deux critères-là. C'est le critère de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit quand il y a un problème où le patient commence à faire des compensations respiratoires, où il va pas bien, où il va partir, où on a les dents qui est complètement paniqué, on a l'infirmier qui est tout seul, qui est en général appelé, mais on n'a pas la possibilité d'avoir le médecin, ou très peu. Et là, je perds des copains. Alors moi, j'ai une question. Au niveau du réseau de soins palliatifs, vous n'avez pas de psychologue qui se déplace à domicile? Si, mais il y en a très peu et ils se déplacent peu, en fait. Il y en a, je pense qu'il doit y en avoir 2 sur le réseau. C'est en fait des psychologues qui… en gros, il faudrait un psychologue à temps plein, pratiquement. Et ça, on a, nous, en équipe mobile de soins palliatifs, hein, qu'elle soit gériatrique ou généraliste, ça comprend du temps de psychologue. Et effectivement, ce que vous dites est très juste. Une bonne partie de la… Enfin, quand je faisais l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques, les visites, on les faisait, les premières visites, toujours à 3, médecins, infirmières, psychologues. Et on introduisait la psychologue d'emblée, même s'il n'y avait pas forcément de besoin identifié, parce que le besoin, il ne sort pas forcément tout de suite. Donc, mais quand il arrive, le besoin est là, il faut être réactif. Et puis, ce n'est pas évident à ce moment-là, pour les personnes, de
de rencontrer quelqu'un qu'elles n'ont jamais vu et d'accepter aussi d'avoir besoin, enfin l'image du psychologue, il n'est pas toujours celui que nous on a dans la population générale. Hein. Donc effectivement, c'est très important. Mais de ce que je comprends, je vois que le modèle qu'on a chez nous d'équipe mobile de soins palliatifs qui comprend et qui se déplace volontiers à domicile avec tout ce panel hein, d'intervenants, l'assistante sociale aussi, parce qu'il y a des prestations sociales qui sont même bien spécifiques aux soins palliatifs, hein, notamment sur ce que vous citiez des prestations extralégales. Eh bien, c'est une vraie richesse et c'est dommage que tout le monde ne puisse pas en bénéficier. Quoi. Les régions n'aient pas ce genre de possibilités. Quoi. Alors moi, j'ai hâte de savoir comment que ça se passe chez Monique, parce que Monique, elle est à la Martinique. Et du coup, est-ce que ça se passe pareil qu'en France? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés Alors, en sur ce Martinique, territoire ou pas? Alors, en Martinique, nous avons un médecin qui a créé le service de soins palliatifs. Après avoir créé le service de soins palliatifs, elle a créé le service mobile. Et il a été mis en 2004 un DU de soins palliatifs que j'ai fait. Et à la suite du DU de soins palliatifs, nous avons créé en collaboration équipe hospitalière de soins palliatifs et infirmiers libéraux. Nous avons créé le réseau, ce qu'on appelle le réseau Wouspel. Wouspel en créole veut dire un petit soulagement. Et c'est un réseau qui fonctionnait très très bien. Moi, j'ai été coordinatrice du réseau de soins palliatifs pendant pas mal d'années. On avait 4 secteurs sur la Martinique. Le jeudi, je faisais la coordination avec un des médecins du service de soins palliatifs, l'assistante sociale quand c'était nécessaire, quand il y avait des besoins, et la psychologue. Et très souvent, quand nous prenions en charge un patient en soins palliatifs, nous proposions à la famille une réunion avec la psychologue pour qu'ils aient connaissance de la psychologue et qu'ils puissent avoir une aide. Et après le décès de la personne, il y avait aussi la possibilité d'un suivi de deuil pour la famille. Et malheureusement, depuis qu'il y a ce rassemblement de tous les réseaux, eh bien, le réseau de soins palliatifs de Martinique va mourir. Parce qu'au mois de juin, toutes les collègues, moi je ne suis plus coordinatrice, mais la collègue qui a pris la suite, je la connais bien. Et le problème, c'est que il y a trop d'intervenants, il y a des patients qui passent à l'as, la coordination. Mais ça veut dire quoi, le rassemblement de tous les réseaux, Monique? C'est quoi le problème? C'était une volonté de l'ARS. D'accord, donc avec d'autres réseaux que soins palliatifs, ils veulent tout réunir. Alors, il y a le réseau personnes âgées, réseau MIA, il y a le réseau diabète et le réseau soins palliatifs. Et les infirmières, enfin la coordination qu'il y avait au niveau du réseau de soins palliatifs a été confiée à d'autres coordinations. Moi, je sais que j'ai eu une personne que j'ai signalée, que je suis à domicile, que j'ai signalée au réseau de soins palliatifs. Et ils n'ont jamais eu le signalement. Moi, j'ai la chance de bien connaître le réseau et les médecins et les infirmières du réseau de soins palliatifs. Donc, j'ai directement téléphoné à l'équipe en leur disant, il faut venir voir telle personne, là, c'est une urgence. Et en fait… oui, donc c'est des problèmes d'organisation, en fait. C'est des problèmes d'organisation. Toujours, mais ouais. Et par rapport problèmes d'organisation. Et comme les collègues qui travaillent dans le service de soins palliatifs ont leur contrat jusqu'à fin juin, moi, elles m'ont dit, de toute manière, nous, on se retire tous fin juin parce que c'est impossible de gérer. Il y a des signalements qui sont faits pour un secteur, des patients qui sont complètement dans un autre secteur. Par exemple, il y a eu un signalement pour un patient qui habite dans une commune du Nord Atlantique. Le signalement a été fait pour le Nord Caraïbe. En fait, ce qu'il faudrait, alors, c'est une meilleure coordination. C'est ça que tu veux dire? Une meilleure coordination, moins de personnes, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'intervenants, en fait, avec cette histoire de DAC. D'accord. Et quelles sont vos relations avec les prestataires à domicile? Est-ce que c'est facilitant? Est-ce que c'est la même chose qu'en métropole ou pas? Tu peux peut-être en parler avec Guillaume.
les prestataires à domicile, il y en a pas mal. J'avoue que notre ressenti, c'est un petit peu la guéguerre entre les prestataires de services, quoi. C'est dommage, mais… Ouais, clairement, ça fait partie de ce que je disais. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui avoir un projet de santé, ça passe que par une seule chose. Ce n'est pas la baisse des tarifs, c'est comment on contraint la totalité des acteurs de soins, et je parle pour les prestataires encore plus volontiers, à monter en qualité. On doit monter en qualité. Si on monte en qualité avec des engagements, des vrais, et qu'on s'inscrit dans le parcours de soins du patient, il faut entendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, cette guerre, elle y est parce qu'on n'est nulle part. On travaille avec tout le monde, mais on est reconnu par personne. C'est quand même c'est Bercy qui nous gère quand même. C'est quand même assez affligeant d'entendre ça, mais c'est quand même Bercy qui nous gère. Donc, il faut, je suis d'accord avec vous aujourd'hui, monter en compétences, monter en qualité pour qu'il n'y ait pas autant de prestataires et qui soient intégrés dans un schéma patient. Je pense qu'on est à la limite du système des prestataires de santé à domicile. Il faut que maintenant, ce soit professionnalisé avec davantage d'infirmiers pour être dans le tissu actuel et nettoyer la profession. Il faut nettoyer la profession et je pense que beaucoup ont perdu le sens de ce métier. Alors moi, j'en parle plus volontiers, je suis infirmier, mais moi, j'ai fait ce métier-là parce que c'est dans l'intérêt du patient. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter au patient? Comment on pouvait proposer quelque chose de différent, vraiment en relation avec les acteurs sur place et comment on améliorait la qualité de vie du patient, comment on assurait le fait. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est un peu à l'origine aussi de la bonne prise en charge, entre guillemets, n'y voyez rien de méprisant par rapport aux autres, mais des patients à domicile dans l'organisation. Hein. On a été à l'initiative de beaucoup de sorties de nutrition parentérale pour que les patients soient changés, soient soignés à domicile. Mais maintenant, il faut passer à un cran nouveau et se focaliser sur le patient et arrêter peut-être dans un délire, comment dirais-je, de course au chiffre d'affaires et de course comme ça. Il faut arrêter que les prestataires se montent. Il y a encore 20 prestataires qui se montent chaque année, c'est juste plus possible. Donc, c'est comment maintenant on œuvre ensemble avec une autre politique sanitaire pour que chacun ait sa place, oui, mais sur une seule base, le patient et la qualité. Mais je vous rejoins. Il faut maintenant que ça se construise avec vous tous. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. J'ai une question pour vous, parce que en fait, je me pose la question suivante, c'est que si effectivement on ouvre les médicaments des dépenses hospitalières à la ville, que les prestataires du service montent en qualité, quelle sera la place pour l'HAD? C'est vrai. Alors moi, je n'ai pas d'idée préconçue, très honnêtement, mais je pense que c'est un vrai tour de table qu'il faut. Moi, je garde en tête ce qu'on m'a toujours appris, c'est que le rôle de l'HAD doit être là pour prendre en charge des patients pour lesquels aucun système du domicile n'est capable de le faire. C'est ça la vocation de l'HAD à la base. Donc, je vais être caricatural, mais c'était pour prendre en charge aussi les patients en Alzheimer, en psychiatrie. Ils le font aussi en gynéco parce qu'il n'y a pas de structure capable de les suivre, de monitorer, etc. Pour moi, c'était ça. Après, ce que je pense, c'est que la dérive qu'il y a eu de la facturation à la T2A qui concernait les HAD a entraîné les HAD dans la prise en charge de patients qu'un infirmier libéral pouvait gérer tout seul avec un prestataire. Une perfusion de Roséfine 5 jours, je suis désolé, il y a le dispositif médical, un diffuseur, le libéral fait son soin, on est en partenariat, on remonte les informations. Il n'y a pas vocation à ce qu'une HAD soit en place et pourtant aujourd'hui, c'est une grande partie des patients qui sont pris en charge dans ce cadre-là. J'ai les autres exemples, antibiothérapie et TPN avec les pansements à pression négative sur les plaies. Voilà, je pense que ça va s'ouvrir, mais je ne pense pas que ce soit une vocation HAD. Donc voilà, il y a des lignes. Je n'ai pas d'idée à formuler particulière, mais il y a des lignes à refixer pour que chacun ait sa place, mais que ce soit dans l'intérêt de la totalité des patients. Encore une fois, une nutrition parentérale aujourd'hui, un infirmier libéral la gère très, très bien et sans aucun problème à domicile. Il n'y a pas besoin d'une structure HAD qui va, au bout d'un moment aussi, il faut rendre des comptes financiers, peut-être, parfois pour certains traitements, revenir beaucoup plus cher.
Ah bah, au prix de l'infirmier libéral, oui, je veux bien qu'elle va coûter beaucoup plus cher. Parce que honnêtement, là, la prise en charge du patient dépendant, et là je rentre dans une dépendance mais globale, pas forcément que palliative, on est en train de tirer les prix vers le bas. Alors moi personnellement, mon cabinet est dans le projet Équilibre. Donc projet Équilibre, peu de monde connaît. On est 161 sur l'expérimentation. En fait, là, sur Équilibre, on est payé au temps passé chez le patient. Donc, déjà, là, c'est un petit peu plus euh, valorisé. Mais là, les soins faits, ne serait-ce que les soins de nursing ou quoi chez un patient dépendant, j'ai vu là tout à l'heure quelqu'un qui disait c'est la course à la rentabilité. Ouais, on est à ça, quoi. On en est à ça. Quand on est à une vingtaine d'euros, je pense, par jour pour parfois 2 heures de soins, même une femme de ménage a des payés plus cher. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles aussi. Et d'ailleurs, Donc, David, je te coupe, mais tu as tout oui. à fait raison, hein. C'est tout à revoir, cette grille de tarification. Mais je te coupe parce qu'on avait parlé en privé de je ne sais pas comment l'appeler, le système dans lequel toi, tu es rentré, l'expérimentation que vous menez là, avec ton cabinet pour la nouvelle tarification. Si tu veux un peu en parler, je ne suis pas sûre que tout le monde connaît. C'est Équilibre, justement. C'est donc, c'est plus une tarification à l'acte. On a viré la T2A. On a viré la nomenclature. Et on est retourné sur notre décret de compétences. Et on remet, comme disait quelqu'un tout à l'heure d'une autre manière, on remet l'humain au cœur du soin, en fait. Et l'objectif, c'est pas de faire du temps pour faire du temps, c'est d'autonomiser le patient le plus possible, de faire en sorte qu'il, pour une sous-cute toute bête, qu'il soit plus ou moins autonome, qu'il réussisse à se prendre en charge le maximum, mais de l'encadrer et de voir un peu, voilà, comment on peut faire pour l'aider. Et on s'aperçoit là sur les 2 ans pratiquement de l'expérimentation actuellement qu'on a évité énormément d'hospitalisations, que les patients sont beaucoup mieux dans leur tête et, euh, que l'infirmier en lui-même est beaucoup mieux dans son boulot. Alors, pour répondre à Arthur qui me demande quels sont les premiers relevés sur l'opération Équilibre, je n'ai pas pouvoir de répondre à ça. Ça, ce sera les gens porteurs du projet qui peuvent répondre. Moi, je suis qu'un simple infirmier dans tout le système. Et j'ai quelques infos, mais je ne peux pas les… Mais toi, David, en tant qu'infirmier… non, juste David, c'est un projet qui à l'initiative de qui? Alors, c'est un projet, c'est un article 51 donc, qui sort de la loi de finances de 2018 sur les nouveaux modes de rémunération des soins de ville. Donc, c'est quelque chose qui est prévu par la loi, enfin, je veux dire, par les Bien sûr, tout à fait, ouais, D'accord. tout à fait. Et on devrait étendre l'expérimentation, oui, c'est prévu. C'est prévu, c'est en étude. Le ministère y travaille, la CNAM y travaille aussi conjointement avec l'association Soignons Humains qui est porteur du projet. Il y a il y a même une évaluation qui est en cours avec un cabinet d'évaluation externe. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Nous, on est 160 et quelques sur le programme. On est tous à dire si un jour ça s'arrête, on déplaque. C'est clair. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, toi, tu te retrouves beaucoup mieux. Tu apprécies plus ton travail en tant qu'infirmier comme ça. Mais moi, je revis. Là, depuis 2 ans, je revis. Je revis complètement. Petite question. Le projet Équilibre s'adresse à tous les patients. C'est le cabinet qui… C'est le cabinet qui est… Tout à fait. Oui, le cabinet qui rentre dans le dispositif. Ce n'est pas les critères du patient. Non, ce n'est pas le patient qui rentre dans le dispositif. C'est le cabinet entier qui rentre dans le dispositif.
Et là, ça fait 2 ans que vous faites l'article 51, donc effectivement, vous allez avoir l'évaluation. Tout à fait. C'est bien si la CPAM est déjà incluse, parce que moi, l'expérience que j'avais de précédentes expérimentations ARS, c'est que souvent, il y a des sous qui sont débloqués pour la faire, puis elle s'arrête. Et puis après, la CPAM se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec cette expérimentation. Et ça met souvent à l'arrêt pendant 1 ou 2 ans les expérimentations, ce qui est très délétère. Ouais, voilà, pour le moment, a priori, c'est pas ce qui est prévu, au contraire. Donc, tant mieux. Messieurs, dames, il est 13h. Bonjour, je ne vous ai même pas salué. Je vous ai écouté au début, premier tiers, et puis la fin. Il est 13h, il nous faut vos propositions pour nos scribes. Comment on améliore les choses, comment on change les choses. Allez-y. Alors, moi, c'est clair. Moi, je vais te dire tout de suite, c'est la pérennisation d'équilibre. Ça, pour moi, ça ne peut être que par ça, parce que honnêtement, tout le monde y trouve son compte. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais peut-être t'envoyer, Arnaud, il y a des conférences qui vont avoir lieu sur la présentation du projet. Donc, David, si je comprends bien, tu es en train de dire qu'en fait, là, les tutelles ont bien travaillé, elles ont prévu quelque chose qui est en expérimentation actuellement, que toi, tu pratiques et qui te convient et qui te semble être quelque chose d'assez juste, c'est ça? Ça veut dire que plus que juste. D'accord, non mais ça veut dire que si ça, demain, c'est répandu à tout le monde, sur tout le territoire, tout le monde est content? Même Thierry, il est content? Ouais, il est content. Il y a des gens qui ne seront pas contents parce qu'en fait, il y a des gens qui ne font que du soin technique et ceux qui font 50, 60, 70 patients par jour, ils ne vont pas y trouver leur compte, ça c'est clair. Mais le équilibre, en fait, ça va s'adresser à des gens qui font de la prise en charge globale, qui font du soin palliatif, de la nutrition parentale, toutes des petites choses comme ça. Donc là, on n'a pas trop de travail, on doit juste militer pour l'extension et la pérennité de ce truc-là. Je pense que après, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai pas vocation à donner de toute façon, je les ai pas. Donc les résultats de l'évaluation, mais je pense que ce serait intéressant de faire connaître qu'il y a cette expérimentation-là qui arrive, de continuer à montrer, j'ai ça quelque part sur mon ordinateur, il faut juste que je le retrouve, mais il y a des réunions d'information qui vont avoir lieu avec les porteurs de projets. C'est des réunions en Zoom, et ça va s'adresser donc en fait à tout le monde. Mais c'est clair qu'on va pas réussir à faire rentrer tout le monde dans l'expé, dans l'expé qui ne sera peut-être plus l'expé, je ne sais pas. Donc, alors, en tout cas, il y a répandre ça le plus possible. Ouais. Vos autres propositions. Arrêtez, j'imagine, les changements de nomenclature. Attends, je voudrais juste demander quelque chose à David. Concrètement, David, toi, en tant qu'infirmier libéral, du coup, oui. Ta seule proposition, si on te dit le dispositif équilibre continu, voilà, toutes tes demandes sont satisfaites. Tu ne changerais rien d'autre. Alors après, il y a des petites choses à revoir, mais ça, c'est vraiment la chose. Voilà. S'il y a quelque chose en priorité, pour moi, c'est ça. Ok. Ensuite, on a les pleins pouvoirs, hein, donc faites-vous plaisir. Hein. Bah, c'est ce que je disais, Arnaud. Je pense que le point de départ, c'est caricatural, mais j'y pense vraiment. C'est un ministère centralisé de la ville. Il faut un ministère des soins de ville. Et à partir de là, tu vas arrêter le cloisonnement. Parce qu'aujourd'hui, on a tous une tutelle différente. C'est ça qui pose un énorme problème. C'est que du coup, chacun œuvre pour aller dans ces silos et en fait, personne ne se parle. Et au final, c'est nous sur le terrain qui en bavons parce qu'on n'a pas les mêmes tutelles. Donc, il faut un mec en haut qui dise on se met autour de la table, on parle et on décloisonne. Et on voit le rôle de chacun et comment on travaille ensemble. C'est fondamental. Est-ce que j'ai le droit presque de dire que sur le terrain, il y a tout ce qu'il faut? Le gros problème, c'est l'articulation qui est faite en haut lieu. On a le droit de dire ça? Mais bien sûr, mais c'est la réalité, Arnaud. Je pense que avec tout le schéma qu'il y a sur le territoire, on peut tous bosser ensemble, on résout tous les problèmes.
J'en suis convaincu. Je suis quand même très surprise que vous dépendiez du ministère de Bercy. Hein. J'ai appris ça aujourd'hui, c'est hallucinant. On est un interministériel, donc en fait, on a Bercy, santé, économie, enfin le médicament, on a tout, nous. On a tout. On a la CNAM qui est à la table, mais il n'y en a qu'un qui décide. Globalement, à la fin, c'est Bercy. Ok, donc pour les scribes, j'espère que vous avez bien retraduit ça. Ça me paraît fondamental. Ensuite, ça a fait 2. Ensuite, c'est tout? Non, il y en a plein. Il y en a plein. Pour les soins palliatifs, il y a Dr Lorenz peut-être qui a aussi des propositions. Pour les soins palliatifs, je pense que ce qui ressort, moi je trouve des débats, c'est la fragilisation des réseaux avec la restructuration des DAC qui veulent centraliser tous les réseaux. Le risque, c'est qu'effectivement, ça échoue et que certains réseaux disparaissent, comme c'est le cas en Martinique, peut-être plus pour des raisons locales, hein, j'ai l'impression, mais impulsées par l'ARS malgré tout, puisque c'est la volonté de l'ARS de réunir tout le monde. Dans mon secteur, on a eu le même problème. Le réseau était sur le point de disparaître parce qu'on lui a repris des missions. Il avait investi sans forcément que derrière la suite soit reprise. Donc, avoir ce point de vigilance sur les DAC. Est-ce qu'on peut dire, si on écrit quelque chose du genre respecter les bassins de population, respecter les organisations des bassins de population, les organisations existantes au lieu de tout centraliser, est-ce que ça traduit un peu votre pensée? Alors, il y a un peu de ça, mais il y a en même temps ce qu'on veut éviter, et c'est pour ça que je ne jetterai pas la DAC avec l'eau du bain, hein, c'est que finalement, si l'idée c'est d'éviter d'avoir des strates et qu'on ne sait pas qui coordonne quoi et qu'il y ait vraiment une réflexion sur ces dispositifs de coordination, c'est une bonne idée. Après, oui, respecter la particularité de chaque territoire. De toute manière, c'est organisé différemment sur chaque territoire, mais avec toujours comme objectif un objectif de résultat. Vraiment. Et après, chacun peut avoir des moyens en fonction de la géographie et puis de ce qui existe déjà. Mais quand j'entends qu'on n'a pas forcément accès aux psychologues en soins palliatifs à domicile, moi, je ne peux pas entendre ça. Voilà. Et un système, alors nous, c'est des équipes mobiles qui comprennent, qui ont un territoire, hein, un périmètre bien défini et qui proposent ces prestations, médecins, infirmières, assistantes sociales, psychologues, diététiciennes, par exemple. Après, il y a d'autres. Vous savez, moi, je travaille dans un établissement privé à but non lucratif à grosse orientation chirurgicale. Et donc, on a une équipe mobile comme ça qui vient régulièrement, qui doit être au sein du groupe de MyClinic. Il y a plusieurs établissements. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, moi. Ça fonctionne bien. C'est-à-dire que, voilà, ils sont très disponibles. Il y a un suivi des malades qui est vraiment bien. Je trouve que ça… Enfin, voilà, mon expérience m'a sauvé. C'est avoir accès, pour avoir l'équité d'accès aux soins. Je pense que c'est ça qui est le but. Le but, c'est l'équité d'accès aux soins palliatifs. Bien sûr, Il bien faut sûr. avoir les outils qui soient performants, qui sont efficaces sur le terrain. Ça peut être globalement un modèle type équipe mobile ou un modèle réseau qui se déplace, mais le modèle réseau qui se déplace, je le trouve plus fragile. Oui, mais du coup, c'est juste une question. La volonté de centraliser, est-ce que ce n'est pas non plus dans l'objectif d'uniformiser partout? Parce que du coup, vous voyez, c'est ça le problème. Est-ce que dans certains bassins de population, il n'y a pas une inégalité des bassins de vie? Ça, peu importe finalement que ça n'a pas besoin d'être tout uniformisé, mais on doit se dire l'objectif, c'est que chaque personne qui a besoin d'avoir accès, qui est en prise en charge en soins palliatifs à domicile, doit pouvoir avoir accès à un panel de prestations, que ce soit le réseau dans une région ou les équipes mobiles dans d'autres, ou peut-être encore un autre dispositif ailleurs. Finalement, peu importe, mais il faut qu'au bout du compte, le patient ait accès à ça. Alors, j'ai bien compris. Et donc, Thierry parlait d'un genre de ministère de la ville dédié de la médecine de ville. Comment, vous, dans votre schéma-là, qui devrait assurer l'orchestre? C'est qui le chef d'orchestre, d'après vous? C'est une bonne idée. Mais alors là, je prends ma casquette médicale. Et pour avoir beaucoup essayé de contacter mes collègues et confrères généralistes, pour la plupart libéraux, je ne suis pas persuadée que l'idée d'avoir une autre tutelle encore qui va leur dire comment ils doivent travailler aille beaucoup recueille une adhésion unanime, on va dire. Hein. Non, mais à ce moment-là, on peut retourner le truc et dire, voilà, dans ce bassin-là, il est de votre mission à vous de vous organiser, on vous laisse tranquille, mais organisez-vous. Et c'est un peu ce qui se fait avec les CPTS. Hein. Tout à fait. Avec le
succès très mitigé pour l'instant. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne, ça peut très bien fonctionner, mais derrière, vous allez vous heurter à de la politique locale qui des fois, est compliquée. Et les médecins libéraux, moi, alors, à l'hôpital, on nous demande d'avoir des fiches actions pour aller dire comment on doit faire en médecine libérale. Je trouve ça aberrant. À l'hôpital, on nous demande de réfléchir, nous, comment faire pour non hospitaliser les gens. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'idée, mais ce n'est pas nous qui allons chercher les patients à domicile. On nous les envoie. Voilà. Et donc, pour l'instant, les tutelles mettent la pression sur l'hôpital pour ces deux questions-là. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de prise sur les libéraux. Est-ce que c'est pas plutôt un ministère du lien, hôpital-ville, qu'il faudrait faire? Oui, mais c'est ça, exactement. C'est plutôt un ministère du lien. Oui. On va dire un secrétaire d'État, sinon ça va coûter cher. Mais tant que ce n'est pas reconnu, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on voit qu'il y a plein de particularités, chacun a ses problématiques, on voit que les choses sont faites à l'envers. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut que chacun se retrouve autour de la table et monte un projet pour le patient. Et qui s'inscrit dans quoi? Parce qu'on parle beaucoup de la ville, mais pour le vivre au quotidien, les 20 000 patients qu'on nous adresse en perfusion chaque année chez nous, c'est des médecins hospitaliers qui nous les adressent. C'est le médecin prescripteur hospitalier qui nous appelle. Donc, tout ce qu'on demande et ce que lui demande, c'est qu'on ait un relais en ville. Il faut qu'on ait un relais médecin prescripteur parce qu'il ne peut pas tout gérer. Et c'est comment on fait ce lien et comment on monte aussi en qualité, en disponibilité pour les médecins de ville où on est bien démunis le vendredi à partir de 18h et jusqu'au lundi. Les médecins généralistes, très rarement, ils font appel à toi, Thierry? Très rarement, ça reste sur des petites hydrates. En plus, il ne faut pas oublier qu'on leur a enlevé des prescriptions et des possibilités de prescrire. Sans qu'ils ne disent rien. Il y a certains antibiotiques qui ne peuvent pas prescrire parce que c'est de la rétrocession. Alors, on peut avoir de la morphine, mais on ne peut pas avoir de Perfalgan. Tu vois, c'est des trucs réglementaires complètement hallucinants. Voilà, et on leur a enlevé des pouvoirs et forcément, c'est compliqué. Alors voilà, donc l'autre mot-clé pour nos scribes, c'est simplification. Simplification des articulations. Oui. Orthophonie d'alternance. C'est de la rééducation. Ouais, c'est ça. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, les modérateurs. Je vous laisse faire. Après, on l'a dit, c'est PLFSS, c'est revoir les enveloppes, c'est arrêter la logique comptable. Stop, la santé n'est pas un tableur Excel. Voilà, c'est tout ça qu'il faut marteler. Arrêter la gestion en silo de tous les domaines de la santé, de tous les pans de la santé. Ça, c'est une urgence vitale pour nos patients. En fait, c'est la même sémantique que dans les établissements de santé, en fait. Exactement. Il n'y avait pas de questions. Toutes les questions, vous avez répondu. Là, j'ai mis sur le flot de discussion le fichier Visio Équilibre pour les réunions d'information, pour ceux qui s'intéressent. Moi, je voudrais juste livrer encore une petite remarque. C'est par rapport au maintien à domicile, ça concerne peut-être davantage les personnes âgées dépendantes, mais ça peut se retrouver pour les soins palliatifs. C'est que je trouve extrêmement compliqué d'articuler, par exemple, des soins infirmiers lourds, techniques, avec une prise en charge type SIAD. Parce que globalement, le SIAD doit payer l'infirmier. Enfin, les actes, ça va être compris dans son enveloppe. Je trouve que ça, alors clairement, ça ne devrait plus. Pas gérable. Voilà. Il y a les soins de nursing qui sont gérés par le SIAD et tous les soins infirmiers techniques qui devraient être pris en charge à part sur une autre enveloppe, mais pas celle-ci. Bah oui. Sinon, c'est gros bordel, quoi. On ne se sort plus, quoi. Bah, sinon, les SIAD ne prennent pas des gens trop lourds. Mais trop lourd, ça peut être avec de l'insuline 3 fois par jour. Voilà. Mais trop lourd aussi, c'est trop cher. En fait, c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'ils ne prennent pas les patients qui sont trop chers. Vous avez des patients en perfusion, les SIAD ne les prennent pas. Parce que c'est du temps infirmier qui est trop long. Mais c'est vraiment dommageable parce que tout l'existant est top, le réseau qui existe, et on dit souvent partir de l'existant, mais avec les logiques comptables, on s'en sort plus. Là, ça va être compliqué de partir de l'existant. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu remettre tout à plat et se dire que bon, ben voilà, il y a des organiser. Exactement, il faut tout réorganiser, dispatcher. Et puis sortir du forfait global du SIAD qui doit comprendre le soin nursing plus le soin infirmier technique. Et faire en sorte aussi que l'HAD n'est pas trop les dents longues. Alors, je ne vais pas encore faire des copains, je m'en fous. Non, mais tu m'as moi comme copain. Certains, honnêtement, certains HAD, ils
court après le fric, hein, je suis désolé. Hein. Oui, oui, non, mais moi, je ne suis pas du tout surpris d'entendre ça ce midi. Et encore une fois, on n'est pas là pour, non, stigmatiser, mais après, ils ne sont pas là pour se défendre. C'est dommage, ils ne sont pas là pour se défendre. Oui, c'est pour ça. Je te lis, Audrey, je te lis. Et c'était un peu mon ressort. Pour avoir été concerné, en fait, personnellement, il y a quelques mois, j'ai ressenti ce truc-là. Et surtout, quand même, ce qui est important, enfin, mais encore une fois, ils ne sont pas là, donc on va pas. Moi, j'avais ressenti quand même un manque de souplesse énorme avec l'HAD pour les familles. Ça change tout. Il faut quand même pas. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une transposition d'une organisation hospitalière au domicile. Les horaires, on n'entend plus parler des horaires et tout ça. C'est quand on arrive. Alors, là, il y a un gros problème de bienveillance et de douceur et de manque de cocooning dans ce truc-là. Enfin, je crois. Voilà. Bon, écoutez, on arrive au terme de l'audition. C'était super. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été là beaucoup, mais le relais a été pris. On est une équipe. Comme je revenais d'Angers ce matin, j'avais 2 heures de retard à ma consultation. Je ne pouvais pas faire attendre les gens plus longtemps. C'était un peu la course. J'en profite quand même pour vous réaffirmer que vous êtes invités tous les 3 à notre colloque de restitution à Paris du vrai Ségur de la santé, où on espère avoir des politiques, en fait, voilà, à qui on pourra restituer. Et on a quelques touches, je dis rien parce qu'il n'y a rien de ficelé, mais on a eu quelques retours aujourd'hui sympathiques d'instances importantes politiques qui se renseignent un petit peu de savoir s'ils pourraient parler à ce colloque. Alors oui, vous pourrez parler si vous venez, bien sûr. Nous, on adaptera le planning aux gens qui viendront, mais vous qui aurez participé aux auditions, bien sûr, vous êtes conviés. Et puis, une petite mention spéciale pour Thierry, au-delà de toute l'aide que tu nous as déjà apportée, du soutien moral et amical depuis le début du collectif, tu nous as aussi aidés en étant particulièrement généreux avec nous. Sache qu'on le sait, on le voit, on l'a vu et on t'en remercie vraiment beaucoup. Merci. Tout ce qu'on fait dans le cadre de l'association Collectif Santé en Danger, quand même si on est tous des bénévoles, mais parfois on a besoin de sous-traiter à des pros pour que tout soit un peu beau. Et voilà, il y a un peu d'argent à dépenser, donc on a besoin d'un peu de sous de temps en temps pour essayer de faire des choses pas étincelantes, mais propres, quoi. Voilà, à la fois ce qu'on organise, ce qu'on va écrire, etc. Puis pour être présent dans la presse, et puis pour moi me permettre le dimanche soir d'aller à Paris pour faire un plateau télé, le lendemain aller à Angers pour faire une réunion à Angers, parler santé. Voilà, on essaye d'infiltrer la matrice. Donc tout ça, merci beaucoup Thierry, merci à tous. Et écoutez, c'était très intéressant. Je me rends compte quand même qu'il y a des fils rouges qui sont permanents quasiment à chaque audition. Donc ça, c'est quand même des messages forts sur lesquels nous, il faudra qu'on bombarde la communication. Et merci d'avoir participé. À votre disposition, on reste en lien avec vous, même si l'audition là est terminée. 5e semaine du vrai Ségur de la santé. Je crois qu'il y a une audition ce soir. Il y a une audition ce soir, Audrey ? Oui, tout à fait. Il y a à 19h la qualité de vie au travail et le thème sport et santé. Rien que ça. Voilà. Donc, je vous invite à revenir tout à l'heure avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci aux modérateurs, aux scribes, à Audrey, à tout le monde. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Monique, à bientôt. Merci Monique.